Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue à ce 5e cours de la série sur la formation et l'évolution du système solaire externe. Donc, la dernière fois, apparemment, il y a eu des absents à cause des changements des jours, donc je vais faire un bref résumé. Je vous ai fait toute l'histoire des premiers modèles qui essayaient de reconstruire la ceinture de Kuiper telle que nous l'observons, avec cette complexité des sous-populations partiellement excitées, partiellement dispersées. Donc, j'avais montré que toute une première série de modèles s'est basée sur la migration des Neptunes vers l'extérieur, migration qui est induite par la dispersion des planétésimaux qui existent à la fin de la phase du disque protosolaire à proximité des planètes géantes. Cette interaction entre les planètes et les planétésimaux fait migrer Neptune. Ceci peut expliquer la capture en résonance des objets, la formation de la population chaude, de la ceinture de Kuiper. Ça peut expliquer les disques dispersés, les disques fossilisés, mais on avait vu que tous ces modèles donnent à la fin des orbites des planètes géantes qui sont absolument circulaires et coplanaires, donc pas cohérentes avec ce que nous observons. Donc, une nouvelle phase des modèles a été développée, notamment ce qu'on appelle les modèles de Nice, dans sa version préliminaire en 2005, dans laquelle on a introduit une phase d'instabilité dynamique des planètes, que les planètes subissent pendant que justement elles migrent dû à l'interaction avec les planétésimaux en traversant des résonances. Ceci engendre des excentricités, des rencontres entre planètes, et ceci permet d'expliquer à la fin les orbites des planètes telles que nous les observons. Mais j'ai aussi conclu que ces modèles de Nice proposés en 2005, qui a reçu beaucoup de faveurs, des publicités à l'époque, avaient néanmoins les pieds d'argile parce que les conditions initiales des planètes étaient ad hoc, étaient supposées pour que les choses marchent. En particulier, on avait supposé que Saturne et Jupiter étaient proches, mais pas tout à fait dedans, la résonance mutuelle 2-1. Mais bon, après, il faut justifier ces conditions initiales. Et je vous avais terminé mon cours en disant que les planètes géantes se forment dans un disque de gaz, et dans un disque de gaz, elles sont forcées à migrer. Et migrent d'une façon qu'elles se rapprochent les unes aux autres pour se caler dans ce qu'on appelle une chaîne résonante. Donc, là, cette slide, justement, fait les ponts donc, entre la fin du cours de la semaine passée et le début du cours de cette semaine. Donc, si vous avez Saturne et Jupiter dans un disque de gaz, Jupiter migre vers l'étoile, Saturne migre aussi vers l'étoile. Saturne migre vers l'étoile plus vite que Jupiter, parce que c'est une planète plus légère, s'approche de Jupiter jusqu'à rentrer dans une résonance de moyen mouvement. Alors, dans des disques relativement visqueux, la migration de Saturne est rapide, donc Saturne passe à travers la résonance 2-1, et il va se caler dans la résonance 3-2, là où la période orbitale de Saturne est une fois et demie la période orbitale de Jupiter. On verra tout à l'heure, dans la deuxième heure. Aujourd'hui, c'est 1 heure de cours, 1 heure de séminaire. Donc, Philippine Griveaux va faire le même exercice, mais en partant d'un disque peut-être plus réaliste, à plus faible viscosité, où les migrations sont plus lentes. Et on verra Saturne qui se cale en résonance 2-1, pas 3-2 avec Jupiter, ce qui va modifier encore ultérieurement les choses. Mais bon, en 2007, on pensait que les disques avaient une certaine viscosité. Donc, Jupiter se cale en résonance 3-2 avec Saturne se cale en résonance 3-2 avec Jupiter, et l'effet est que la migration de ces deux planètes s'arrête, voire s'inverse un tout petit peu. Ce qui est très précieux, parce que nous voulons éviter que Jupiter devienne un Jupiter chaud ou aille envahir la région des planètes telluriques, qui est la caractéristique fondamentale de notre système solaire, que Jupiter est très loin de l'étoile, et anormalement loin par rapport à la distribution des planètes extrasolaires de masse jovienne qu'on voit autour des autres étoiles. Une fois que Jupiter et Saturne sont calés en résonance et ne bougent, disons, plus, les autres planètes, Uranus et Neptune, où qu'elles se forment, ont aussi tendance à migrer vers l'étoile. Mais ne peuvent pas migrer indéfiniment vers l'étoile, elles doivent aussi rentrer dans des résonances. Par exemple, Uranus doit rentrer dans des résonances avec Saturne, laquelle, ça dépend d'où part Uranus, sa vitesse d'émigration. Ça peut être la résonance 2/3 avec Saturne, ça peut être la résonance 3/4 avec Saturne. Et quand Uranus se cale en résonance avec Saturne, après arrive Neptune,
Et là, pareil, selon où Neptune part, nous n'avons pas la boule pour savoir d'où Neptune s'est formé, peut-être s'est formé même pendant sa phase d'émigration, il peut aller dans différentes résonances avec Uranus, 3, 4, 4, 5, 5, 6, etc. Donc, on a à la fin une chaîne résonante où chaque planète est résonante avec la voisine, les périodes orbitales sont un rapport des nombres entiers, mais il n'y a pas qu'une chaîne unique, il y a plusieurs chaînes qu'on peut penser former, et ça dépend vraiment de l'endroit de formation des planètes, exactement combien de gaz il y avait, donc les vitesses d'émigration, l'épaisseur du gaz, la température du gaz, sans avoir des informations qu'on n'a pas. On ne peut pas dire dans quelle chaîne les planètes se trouvaient, mais ce qui est raisonnable est que les planètes, à la fin de la phase du disque des gaz, étaient bien dans une chaîne résonante. Donc ceci invalide complètement les conditions initiales du modèle Dennis tel qu'il a été proposé en 2005. Et voilà. Pour autant, le modèle Dennis avait eu beaucoup de succès. Cette phase d'instabilité semble vraiment nécessaire pour expliquer les orbites planétaires, donc c'est un peu dommage de jeter tout ça à l'eau. Et donc en 2007, quand on critique ces conditions initiales, on a montré quand même que quelque chose de très semblable au modèle Dennis peut avoir lieu. Donc on avait présenté cette simulation où les planètes initialement sont toutes en résonance de moyens mouvements entre elles. Il y a les disques des planétésimaux au-delà de Neptune qui amènent un peu la migration divergente de ces planètes. Et Jupiter et Saturne, à un moment donné, sortent de leur résonance 3,2, divergent un tout petit peu et traversent la résonance 5,3. C'est suffisant pour donner à Saturne et Jupiter une légère excentricité. Ici, les trois lignes, les trois courbes que vous voyez représentent les demi-grands axes de la planète au centre, la distance pérélique et la distance aphélique. Donc, quand les trois courbes se superposent, ça veut dire que l'orbite est un cercle, distance pérélique égale au demi-grand axe, distance égale à distance aphélique. Quand les courbes se séparent, ça veut dire que votre orbite est devenue une ellipse. Donc, l'orbite de Jupiter et de Saturne devient elliptique, et ceci crée une instabilité. Vous voyez, la planète qui est là reçoit une rencontre proche avec Saturne, est propulsée vers l'extérieur, passe au-delà de la quatrième planète. Ici, évidemment, il y a tous les disques de particules qui est dispersé quand les planètes sont injectées dedans. On a discuté la dernière fois cette friction dynamique, donc quand les disques de particules est dispersé par une planète qui le traverse, l'excentricité de la planète décroît, alors que l'excentricité des particules augmente. Et donc, à la fin, on avait quand même des orbites grosso modo semblables à celles du système solaire, avec Jupiter et Saturne à 5 et 9 unités astronomiques, Uranus autour de 20, Neptune légèrement plus loin que 30. Donc, on avait terminé en disant qu'il y a quand même un espoir qu'en partant des conditions initiales plus réalistes, donc une chaîne résonante, l'idée des bases, le concept du modèle de Nice, donc de passer par une phase d'instabilité, peut toujours être valable. Ceci dit, c'est juste un exemple. Et donc, évidemment, ce qu'il faut faire est une étude systématique. Et pour faire cette étude systématique, il y a plusieurs paramètres, il y a 3 paramètres fondamentaux essentiellement à explorer et à varier pour voir la dépendance des résultats à partir de ces paramètres. Donc, le premier paramètre est la chaîne de résonance. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs chaînes de résonance possibles. Et donc, dans cette étude, avec mon collègue David Nesvorny, on a étudié plusieurs chaînes. Donc là, chaque rapport donne les rapports des périodes entre les planètes voisines. Le premier rapport, c'est entre Jupiter et Saturne, donc typiquement 3,2, puis entre Saturne et Uranus, et puis entre Uranus et Neptune. On a aussi étudié des cas où Jupiter et Saturne sont dans la résonance 2,1, mais je ne parlerai pas de ces cas-là, parce que Philippine va aborder ces cas en partant des simulations hydrodynamiques plus réalistes, donc un disque à faible viscosité. Et donc, voilà, certainement son travail est meilleur que ce qu'on avait fait pour ce type de résonance. Donc, on a plusieurs résonances à explorer. La masse du disque des planétésimaux, a priori, on ne sait pas trop. On pourra le caler à la fin parce qu'on doit reconstruire toutes les sous-populations de la ceinture de Kuiper. Donc, on verra bien combien de masses et d'objets on a besoin, mais a priori, on ne sait pas trop. Donc, on a essayé plusieurs masses, entre 20 et 100 masses terrestres, masse totale de ce disque des planétésimaux. Alors, simuler un disque des planétésimaux avec autant de masses, c'est difficile,
Évidemment, c'est des millions, des dizaines de millions d'objets, des 100 km, mais évidemment, on ne peut pas faire des simulations numériques avec des centaines de millions d'objets. Donc, ce qu'on a fait dans ce type d'études est utiliser des superplanétésimaux, donc c'est des objets qui ont une grande masse, hein, donc plusieurs fois la masse de Pluton, et donc représentent une collection des plus petits objets. C'est une technique qui est habituellement utilisée, faute des moyens informatiques meilleurs. Hein, même aujourd'hui, avec les grands ordinateurs, ça reste toujours pas possible de simuler de façon parfaitement réaliste un disque de planétésimaux, parce qu'il y a bien trop de planétésimaux. Les planétésimaux sont petits. Donc, ça peut créer des petits artefacts, mais bon, on cherche à regarder l'évolution et comprendre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qu'un artefact. Et pour la position du disque, c'est un disque transneptunien dont on a besoin. On simule la partie massive du disque. Donc, la progéniture de la population froide qui a très peu de masse ne nous intéresse pas. Donc, on utilise un disque des particules qui typiquement va d'une unité astronomique au-delà de la position initiale de Neptune jusqu'à 30 unités astronomiques. Ce bord externe est indiqué d'abord pour bloquer Neptune vers les 30 unités astronomiques, et aussi parce qu'on a besoin que cette distribution des masses soit confinée, parce que la population froide de la ceinture de Kuiper a très peu de masse. Donc ça, c'est les paramètres dans lesquels qu'on teste dans les différentes simulations. Évidemment, on fait pour chaque jeu de paramètres beaucoup de simulations. Quand on parle d'instabilité, on parle des chaos. Donc, ce n'est pas parce que vous faites une simulation, vous obtenez un certain type de planète à la fin, que c'est forcément le type de planète que vous obtenez à la fin. Parce que l'évolution est chaotique dès qu'il y a des rencontres proches. Donc, il faut faire un grand nombre de simulations, typiquement au moins une centaine. Dans ce travail, qui était assez lourd, on a fait à peu près une centaine de simulations par paramètre étudié, par chaîne de résonance, par masse du disque, par position du disque, etc., pour pouvoir faire des statistiques. Évidemment, donc, vous avez à la fin des milliers de simulations, et il faut bien des critères quantitatifs pour décider quand est-ce que votre simulation a eu du succès, reproduit le système solaire, et quand elle ne peut pas reproduire le système solaire. Donc, on introduit des critères de succès que je vais vous décrire. Alors, le premier est banal. Il faut qu'on ait 4 planètes géantes à la fin, parce que si on reste avec 3 planètes géantes, ce n'est pas bon, parce que le système solaire en a 4. Donc, ça, c'est notre critère A. Les critères B est qu'on veut des orbites proches des orbites réelles des planètes. Donc, on demande que dans les demi-grand axes finales dans la simulation s'écartent du demi-grand axe réel de plus 20%, que les excentricités des planètes soient petites, parce que toutes les planètes géantes ont des petites excentricités, donc on va avoir une excentricité inférieure à 11%, et une inclinaison inférieure à 2 degrés. Ça montre bien le fait que les planètes géantes ont des orbites quasi circulaires et coplanaires, mais pas tout à fait. Après, il y a 2 critères, donc ça c'est notre critère B. Après, il y a 2 critères un peu plus subtils. Donc, les critères C concernent la solution de Lagrange-Laplace. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Jupiter et Saturne, à cause de leur perturbation mutuelle, leur ellipse n'est pas fixe. Elle précesse, on l'a dit, hein, chaque fois qu'il y a des perturbateurs, les orbites précessent, mais avec la précession, les excentricités et les inclinaisons aussi pulsent, donc elles oscillent. Et ça a été le grand triomphe de la mécanique céleste du XVIIIe siècle, de pouvoir reconstruire, reproduire ces oscillations des excentricités des planètes. Et la solution qui permet de reproduire les pulsations des excentricités des planètes est connue sous les noms de la solution de Lagrange-Laplace, parce que ce fut Lagrange et Laplace que l'on obtenu. Donc, elle a cette forme-là, et ceci est la version graphique. Donc, elles disent quoi? Elles disent que l'évolution de l'excentricité de Jupiter et de sa longitude de périhélie, var πj, est liée au temps par 2 fréquences qu'on appelle G5 et G6, qui sont les fréquences propres du système Jupiter-Saturne, et des coefficients, qui sont les amplitudes. Il y a 4 coefficients, il y a 2 coefficients, pardon, M5,5 et M5,6. Et voilà, l'excentricité de Jupiter et l'évolution de son périhélie s'obtient en résolvant ce système de 2 équations. Pareillement pour Saturne, c'est les mêmes fréquences, G5 et G6, mais avec des amplitudes M6,5 et M6,6 différentes. Et celles-ci sont les valeurs qui correspondent au système solaire réel.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une solution de ce type? Ça veut dire, par exemple, pour Jupiter, que l'évolution dans ce diagramme polaire, hein, donc les rayons par rapport au centre et l'excentricité de Jupiter, l'angle, c'est la longitude du périhélie de Jupiter, donc les axes EJ cosinus et EJ sinus de l'angle. Donc l'excentricité de Jupiter évolue avec la longitude du périhélie en faisant cette évolution type de rosette. Et cette évolution de type de rosette, en fait, est la combinaison de deux mouvements. Donc il y a un déférent, hein, donc un grand cercle qui a une amplitude m5,5, qui est ce coefficient-là, et dont la fréquence est G5, et sur lesquels s'inscrit une autre oscillation, donc un épicycle, avec une amplitude m5,6, qui est ce coefficient-là, et la fréquence de cet épicycle est la fréquence G6. La fréquence G6 étant plus rapide que la fréquence G5, donc on a un mouvement plus rapide sur l'épicycle que sur les déférents, et ça crée cette oscillation en rosette, comme voilà. Ça, c'est la vraie évolution de l'excentricité de Jupiter, et l'évolution de l'excentricité de Saturne, à peu près pareil. Donc là, évidemment, j'appelle l'épicycle déférent parce que ça rappelle Ptolémée, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la théorie de Ptolémée. Là, pour Ptolémée, c'était les mouvements orbitaux qui étaient un épicycle déférent parce qu'il mettait la Terre au centre du système solaire, on n'a pas besoin du tout de ça. Mais pour décrire l'évolution séculaire, donc sur les dizaines de milliers d'années des excentricités et des inclinaisons, la description en épicycle déférent reste quand même une description d'actualité. Donc Jupiter fait ça dans les réels systèmes. Mais vous pouvez avoir d'autres solutions où l'excentricité de Jupiter est à peu près la même, à peu près 5%, mais l'évolution est complètement différente. Par exemple, celle-ci. Celle-ci est une autre solution des équations de Lagrange-Laplace, mais qui correspond à des coefficients m5,6 et m5,5 complètement différents. Ici, on a un déférent qui est tout petit, parce que m5,5 est tout petit, et m5,6 est très grand, donc vous voyez, l'excentricité de Jupiter reste de l'ordre de 5%, mais l'évolution est complètement différente de celle-là. Or, quand on regarde les simulations à la fin, on dit « Ah, regarde, Jupiter a la bonne excentricité », donc ce n'est pas tout, parce qu'on peut avoir la bonne excentricité tout en ayant une dynamique complètement différente. Et évidemment, on veut reconstruire la bonne dynamique du système solaire, et pas la mauvaise dynamique du système solaire, même si l'excentricité est bonne. Donc, le critère C est que M5,5 ne peut pas être petit. Donc on ne peut pas être, si on a un Jupiter qui a la bonne excentricité, mais on a ces modes d'évolution-là, c'est pas bon. On veut ces modes d'évolution-là, et donc on veut que M5,5 soit grand, et donc notre critère est que M5,5 soit plus grand que ces valeurs, qui est 0,022, qui est la moitié du vrai M5,5. Donc ça, c'est notre critère C. C'est un critère un peu subtil, mais très important. Après, il y a un critère D. Et ce critère D concerne, j'ai mentionné, les passages rapides de Jupiter et Saturne à travers un certain intervalle de rapports de périodes orbitaux. Pourquoi ça? Parce que, à fur et à mesure que Jupiter et Saturne s'écartent, les fréquences G5 et G6 changent, en fait diminuent, parce que les interactions entre les planètes deviennent plus faibles. Et donc, en fait, si on regarde, par exemple, la fréquence de G5 en fonction du rapport des périodes entre Saturne et Jupiter, donc si Saturne part en résonance 3,2, initialement le rapport est 1,5, et aujourd'hui, ils sont là, hein, parce que le rapport des périodes est presque 2,5 aujourd'hui. Et donc, l'évolution de G5 est que dès que Saturne et Jupiter s'écartent, elle diminue, parce que les planètes s'éloignent, donc les perturbations entre les planètes sont plus faibles. S'approche la résonance 2,1. La résonance 2,1 donc excite un terme dans la perturbation qui accélère la précession des orbites. Donc la fréquence G5 devient très grande. Puis il passe à travers la résonance G5 chute très rapidement. Et après, à fur et à mesure que les planètes s'écartent, G5 ralentit. Les fréquences G1, G2, G3, G4 sont les fréquences des planètes telluriques, donc associées au mouvement de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et quand G5 est égal à une de ces fréquences, c'est l'orbite des planètes telluriques qui a tendance à devenir excentrique. Mais les planètes telluriques ont des orbites pas très excentriques, donc il faut éviter qu'elles deviennent trop excentriques. Alors, la traversée des résonances avec G4, G5 et G3 se fait très rapidement. Comme vous voyez, la G5 chute à toute allure, donc ces résonances n'ont pas le temps d'avoir un effet. Mais la traversée de la résonance avec G2 et G1 peut être très lente. Et donc, ça peut exciter
l'excentricité de Mercure, l'excentricité de Vénus, l'excentricité de la Terre. En particulier, c'est critique quand G5 assume des valeurs entre 8 et 5 secondarcs par an, c'est qui a lieu quand le rapport des périodes orbitales de Saturne et Jupiter est entre 2.1 et 2.3. Et effectivement, si on fait évoluer ces rapports des périodes de Saturne sur Jupiter lentement, donc on passe un certain temps entre 2.1 et 2.3, voilà ce qui se passe aux planètes telluriques comme Vénus et la Terre. Initialement, elles ont de faibles excentricités, mais dès que le rapport des périodes devient 2.1, voilà, l'excentricité de Saturne, de Jupiter, de la Terre et de Vénus augmente, devient relativement grande, puis Saturne et Jupiter sortent du rapport 2.3, donc on est sorti de la résonance, et donc cette excentricité que la Terre et Vénus ont acquis reste élevée, ne baisse plus, seulement des oscillations, toujours à cause d'une solution type Lagrange-Laplace, mais elle ne revient jamais petite. Or, les excentricités des vraies planètes, de la Terre et de Vénus, sont celles-là, et c'est la barre d'erreur, l'excursion maximale de l'excentricité pendant la vraie solution de Lagrange-Laplace du système solaire. Donc là, par exemple, ce n'est pas bon, on a des planètes telluriques qui sont trop excentriques. Donc pour éviter la surexcitation des planètes telluriques, il faut imposer que ces passages dans cette gamme de périodes, dans ces rapports de périodes orbitales, entre 2.1 et 2.3, se fassent très rapidement. Donc ça veut dire que des évolutions où ces rapports des périodes évoluent lentement dans cette bande dangereuse 2.1 et 2.3 sont exclus. Donc notre critère D est violé. Et ce qui est bon, c'est seulement des évolutions où on passe à travers ce rapport des périodes très rapidement, de façon impulsionnelle. Et ceci a lieu, par exemple, quand, lors des rencontres proches, l'orbite de Saturne a un saut vers l'extérieur, ou l'orbite de Jupiter a un saut vers l'intérieur, et du coup, le rapport des périodes orbitales a un saut et peut traverser cette zone grise. Alors, attention, souvenez-vous, les modèles de Nice ont été commencé à être développés dans un contexte d'instabilité tardive pour expliquer les cataclysmes lunaires, qui sera tout l'objet de mon prochain cours la semaine prochaine. Et donc, si c'est tardif, les planètes telluriques existent déjà, donc il faut les préserver. Aujourd'hui, on va plutôt vers des instabilités. L'idée que l'instabilité des planètes géantes a bien eu lieu, mais elle a eu lieu assez rapidement. Donc, c'est possible que les planètes telluriques, en particulier la Terre et Vénus, n'étaient pas encore tout à fait formées, que le système solaire interne est encore une pagaille de protoplanètes qui se rencontrent entre elles. Donc, du coup, le système solaire interne est très différent et peut interagir différemment avec cette fréquence G5. Donc, ce critère D, qui était très important quand on a fait ce travail en 2007, perd un peu d'intérêt. Et aujourd'hui, on peut tout à fait considérer des évolutions sans tenir compte de ces critères. Et Philippine en parlera à l'heure suivante. Voilà. Donc, avec tout ça en tête, on peut commencer à travailler. Et donc, par exemple, je vous montre un peu des résultats. Donc, on commence, par exemple, avec une chaîne de résonance où Saturne et Jupiter sont en résonance 3,2, Uranus et Saturne en résonance 3,2, Neptune et Uranus en résonance 4,3, avec un disque de planétésimaux assez massif. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, déjà, on obtient que dans beaucoup de simulations, on perd une planète, soit Uranus ou Neptune. Donc, le critère A est violé, parce qu'on reste avec 3 planètes à la fin, mais pas toujours. Hein. Parfois, il y a 4 planètes à la fin. Donc, quand il y a 4 planètes à la fin, on fait une statistique. Et donc, ici, on montre chaque point, c'est l'orbite finale de la planète. Rouge, Jupiter, vert, Saturne. C'est bleu clair, Uranus, et bleu foncé pour Neptune. La croix, c'est juste la moyenne et l'écart type hein, de ce nuage de résultats. Et les triangles, c'est les vraies orbites des planètes, en termes de demi-grand axe excentricité, demi-grand axe inclinaison. Et là, vous constatez tout de suite que Jupiter et Saturne, les réels, sont plus excentriques que les excentricités finales qu'on obtient. Donc, même dans les cas où on part avec 4 planètes et on reste avec 4 planètes, le critère B n'est pas satisfait. Et à plus forte raison, le critère C donc n'est jamais satisfait. Pourquoi on a ça? La raison est que les planètes partent d'une configuration relativement compacte, elles ont des rencontres proches. Si ces rencontres proches sont violentes, on perd une planète. Pour ne pas perdre une planète,
il faut une évolution où l'instabilité est peu violente et les disques des planétésimaux est massif. Mais les disques des planétésimaux massifs induisent une très forte friction dynamique. Et donc, même si les excentricités initialement des planètes augmentent, elles sont très rapidement amorties. Et donc, à la fin, on a cette petite excitation orbitale finale des planètes qui n'est pas compatible avec les observations. Et pour illustrer mon propos, voici par exemple une évolution parmi un de ces points, je ne sais pas lesquels. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, qu'avec l'interaction avec les disques des planétésimaux, les orbites des planètes divergent. Là, Jupiter et Saturne, donc Jupiter et Saturne quittent la résonance 3,2. À ce moment-là, traversent la résonance 2,1. Et Jupiter va acquérir une certaine excentricité, donc même comparable à l'excentricité moyenne de Jupiter, qui est indiquée par la ligne pointillée. Mais, vous voyez, l'instabilité est très faible. Aucune planète rencontre une autre planète. C'est la seule manière de les sauver. Les disques des planétésimaux les transportent plus ou moins au bon endroit, mais la friction dynamique tue complètement l'excentricité. Et donc, à la fin, j'ai une planète qui est presque circulaire. Pas l'objectif. L'objectif est reproduire l'excentricité de Jupiter. Et il faut donc une certaine instabilité violente et pas trop de friction dynamique. Donc, ça ne marche pas trop. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi les premiers modèles de Nice, quand les planètes traversaient la résonance 2,1, marchaient impeccable, et maintenant, quand les planètes retraversent la résonance 2,1, on devrait retrouver la même chose qu'avant, mais ça ne marche plus du tout. Et la raison est celle-ci, et qu'au départ, dans les premiers modèles de Nice, donc les planètes étaient, Jupiter et Saturne étaient proches de la résonance 2,1, dès le départ, à cause de ces conditions initiales ad hoc qu'on avait un peu inventées. Donc, quand Jupiter et Saturne traversent la résonance 2,1, ils ne se sont pas écartés beaucoup. Et donc, Jupiter et Saturne ne se sont pas écartés beaucoup, Uranus et Neptune ne se sont pas écartés beaucoup non plus. Donc, quand la simulation, quand Jupiter et Saturne deviennent excentriques, Uranus est encore très près, il est à peu près 12 unités astronomiques, et Neptune est encore très près, à 18 unités astronomiques. Mais dans les nouveaux cas, Jupiter et Saturne partent en résonance 3,2. Donc, avant d'arriver à la résonance 2,1, ont déjà pas mal divergé. Et si Jupiter et Saturne ont divergé, Uranus et Neptune ont divergé beaucoup plus, parce qu'elles sont plus légères, sont plus mobiles. Donc, au moment de la traversée de la résonance, Uranus n'est plus à 12 unités astronomiques, et plutôt à 14, et Neptune n'est plus à 18 unités astronomiques, et plutôt à 22. Donc, les planètes sont plus écartées, et l'augmentation en excentricité que Jupiter et Saturne reçoivent par la traversée de la résonance ne suffit pas à enclencher des rencontres proches entre ces planètes et donner donc à une excentricité qui va persister. Après, vous disiez, mais bon, hein, j'avais conclu, j'avais montré tout à l'heure un cas où ça marchait et ce n'était pas justement la traversée de la résonance 2,1, à ce moment-là les planètes sont déjà trop dispersées, mais la traversée de la résonance 5,3, donc les planètes sont encore compactes et donc on peut bien enclencher une instabilité. Est-ce que ces cas-là arrivent? Oui, oui, arrivent aussi dans les simulations qu'on a fait plus récemment. Et là, c'est une évolution que je dirais analogue à celle-là. Hein. Donc, il n'y a pas eu d'erreur dans la simulation, mais ce type d'évolution a lieu seulement si les disques des planétésimaux est plus léger, de l'ordre de 50 masses terrestres, pourquoi pas. Et voilà, et ça a lieu quand Jupiter et Saturne traversent des résonances intermédiaires, comme par exemple la 5,3. Mais encore une fois, dans la plupart des cas, on perd une planète. On reste avec 4 planètes seulement dans 20-30% des cas. Et surtout, les critères C, hein, cette histoire d'amplitude de l'évolution séculaire de Jupiter dans la solution de la place Lagrange, n'est presque jamais satisfait. Et pour cause, parce que dans ce type de simulation, pour avoir 4 planètes à la fin, s'il y a des rencontres proches, c'est une rencontre proche avec Saturne, mais Jupiter ne rencontre absolument personne. Et si Jupiter ne rencontre personne, son excentricité propre, donc M, ce fameux coefficient M55, ne peut pas se dilater, ne peut pas augmenter. Donc on reste avec peut-être la bonne excentricité de Jupiter, mais la mauvaise dynamique séculaire. Donc, ça ne marche pas. Pour pallier à ces problèmes, donc, on a osé introduire une 5e planète qui a une masse comparable à celle d'Uranus et Neptune. Donc, on s'est remis à faire des chaînes résonantes à 5 planètes et on a exploré donc, toutes ces chaînes résonantes-là
Alors, je vais vous présenter certains résultats où Jupiter et Saturne sont toujours dans la 3,2, les cas où Jupiter et Saturne sont dans la résonance 2,1. On les verra tout à l'heure dans les séminaires des Philippines. À 5 planètes, on a un gros avantage. L'instabilité peut être beaucoup plus violente parce qu'on peut se permettre de perdre une planète. En fait, on doit perdre une planète parce qu'on n'a pas 5 planètes à la fin, on en a 4. Et donc, pour perdre une planète, il faut que cette planète ait des rencontres proches avec les autres planètes géantes pour être éjectée. Donc, la stabilité est beaucoup plus violente, donc on peut espérer d'exciter davantage les planètes géantes. Et voilà. Donc, cette idée, en fait, ne vient pas de nous. Le premier qui a introduit l'idée d'une 5e planète, c'est toujours même Constantine Batygin, qu'on avait déjà rencontré au 2e cours pour la planète 9. Pas dans le cas de la planète 9. Il était un jeune étudiant et il s'amusait de dire, bon, voulait montrer que, enfin, voulait tester les modèles de Nice. Et donc, il a fait des simulations, lui tout seul, et c'est la première personne qui a reproduit nos simulations à l'époque. Et après, il avait dit, tiens, mais si on introduit une 5e planète, qu'est-ce qui se passe? Bon, on l'éjecte, dans la plupart des cas, on a des instabilités plus violentes, ça peut aider, etc. Donc, voilà. Donc, on a travaillé sur cette idée. Et effectivement, ça marche beaucoup mieux. Ici, par exemple, c'est un cas d'une chaîne où Jupiter et Saturne sont en résonance 3,2. Une planète, parce que du coup, on perd la notion de qui est qui, hein. Donc, une planète en résonance 3,2 avec Saturne, l'autre planète en résonance 4,3 avec la 3e planète, et la 5e planète en résonance 5,4 avec la 4e planète. Les disques des planétésimaux ont une masse de 50 masses terrestres, et ça, c'est encore une fois les résultats finaux. Chaque point, c'est l'orbite finale pour les 4 planètes survivantes. Sur Saturne et Jupiter sont toujours les rouges et les verts, et ça, c'est les 2 planètes des masses neptuniennes qui restent. Encore une fois, la moyenne et l'écart type. Et là, vous voyez que déjà les moyennes sont beaucoup plus proches, par exemple pour Saturne, aux vraies positions des planètes. Pour Jupiter, on reste encore légèrement faible, mais on a quelques simulations qui ont la bonne excentricité, voire plus. Et ça marche encore mieux, en particulier pour ces 2 chaînes de résonance-là, avec des masses de disques un peu plus faibles, donc 35 ou 20 masses terrestres. Donc, c'est des chaînes un peu plus étalées. Donc là, chaque planète a en résonance 3,2 avec la voisine. Là, il y a même une résonance 2,1. Donc, il y a 3 planètes assez proches, puis les 2 autres planètes sont un peu plus loin. Et là, on a un certain succès pour tous les critères. Donc là, c'est le diagramme habituel. Vous voyez que maintenant, l'excentricité de Jupiter est bien reproduite, comme les excentricités de toutes les autres planètes. Et donc, voilà, on a 4 planètes à la fin dans 33% entières de simulations. On a des orbites bonnes en termes de demi-grand axe excentricité, ce que vous voyez là, dans 16% des simulations. On a les critères C, donc la bonne dynamique séculaire à la place Lagrange dans 4% des simulations. Et on a même ces sauts à travers ce rapport de période de 1, 2, 3, qui peut-être n'est pas essentiel, dans 8% des simulations. Et dans ces cas-là, c'est 30%, 10%, 7%, 7%. Donc, ce n'est pas énorme, mais quand même, ce n'est pas 0, ce n'est pas un millième. Donc, d'autre côté, on cherche à reproduire les systèmes solaires, qui est un système unique dans toutes ses spécificités. Donc, évidemment, on ne peut pas imaginer d'avoir des taux de succès de 80%, ça ne serait pas réaliste. Si on met beaucoup si on veut reproduire un système avec beaucoup de fidélité, évidemment, la probabilité est nécessairement faible. Quelques évolutions dans ce cas qui marche. Donc, voilà, on a les planètes, 5 planètes, initialement en résonance. Avec l'interaction avec les planétésimaux, il y a cette migration divergente. À un moment donné, Jupiter et Saturne traversent une résonance, ça devient un peu excentrique. C'est suffisant pour que cette planète intermédiaire devienne instable. Donc, elle interagit avec Saturne, parfois avec Jupiter, elle est expulsée. Donc, elle perturbe un peu tout le monde. Donc, il y a un grand pic de l'excentricité de Jupiter. Dans ce cas-là, ça amortit, mais bon, on reste quand même de l'ordre de la moitié de l'excentricité réelle, l'inclinaison un peu plus élevée que l'inclinaison réelle, qui est indiquée par cette ligne. Les rapports de période a bien ces sauts, parce que vous voyez, Saturne, brutalement, a un saut vers l'extérieur quand il interagit avec la planète expulsée. En fait, Saturne envoie la planète à expulser vers Jupiter, et donc ça donne un saut vers l'extérieur à l'orbite de Saturne, et Jupiter éjecte la planète, ce qui donne un saut vers l'intérieur à l'orbite de Jupiter. Et donc les rapports de période, c'est grand saut, et passe à travers la zone dangereuse sans jamais la toucher. Notre exemple,
Voilà, c'est similaire, même histoire. Quand Jupiter et Saturne acquièrent une certaine excentricité, une planète est éjectée, ça donne une grande excentricité à Jupiter. Là, il n'est pas tout à fait amorti, donc ça reste comparable à l'excentricité réelle. Pareil pour l'inclinaison, saut des rapports de période. On a même donc, vu que ça marchait, fait un très grand nombre de simulations pour ces deux cas de configuration qui marchent le mieux, au point d'arriver à avoir 3 solutions presque parfaites, je dirais, parce qu'elle permet de reproduire vraiment les orbites des planètes géantes, y compris leur dynamique de Lagrange-Laplace, vraiment avec une fidélité époustouflante. Mais évidemment, on a fait énormément, là, c'est des milliers de simulations pour trouver les 3 tops. Mais je les montre parce qu'après, c'est ces 3 tops qu'on utilisera pour étudier l'évolution de la ceinture de Kuiper, l'évolution des Troyens, l'évolution de tout le reste du système solaire, parce que c'est vraiment des simulations qui reproduisent le système solaire avec une grande fidélité. En animation, ça donne quoi? Ça donne ça, donc ça c'est une vision du système solaire vue d'au-dessus. Donc on a le Soleil, les planètes, Jupiter, Saturne, une planète qui sera expulsée, Uranus et Neptune, ces disques des planétésimaux transneptuniens, l'ancêtre de la population chaude de la ceinture de Kuiper, du disque dispersé, du disque fossilisé. Donc voilà, donc on démarre la simulation, d'abord doucement, juste pour montrer qu'il y a une interaction de Neptune avec ces disques des planétésimaux qui extrait des planétésimaux et les fait croiser l'orbite des planètes. Après, bon, évidemment, il faut un peu accélérer, sinon on ne voit rien, parce qu'il faut quand même quelques millions d'années avant que les choses se passent. Donc voilà, là on accélère, on ne voit plus que les orbites des planètes et pas la position des planètes sur leurs orbites. Vous voyez, les orbites s'écartent en dispersant ces disques des planétésimaux. Et à un moment donné, en s'écartant, voilà, les orbites des planètes deviennent instables. Il y a une planète qui devient très excentrique, elle s'en va, éjectée du système solaire. Le système se relaxe, il n'y a plus que 4 planètes. Et au bout de 10 millions d'années, voilà, c'est des orbites grosso modo comme les nôtres, mais pas encore tout à fait. Mais d'autre côté, il y a encore beaucoup de planétésimaux. Donc il faut avoir patience, hein, il faut continuer à simuler sur 100 millions d'années avant que pratiquement tous les planétésimaux s'en aillent. Et vous voyez qu'au bout de 100 millions d'années, les courbes pointillées que vous voyez derrière sont les vraies orbites des vraies planètes aujourd'hui. Et donc là, on arrive vraiment à parquer Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pile poil sur les orbites qu'ils ont. Donc c'est vraiment une reproduction hyper fidèle du système solaire actuel. Et pour, là, je peux faire un petit zoom sur cette dynamique d'éjection de la planète perdue. Donc on part du moment où la planète devient excentrique. Voilà un petit zoom out hein, pour la voir. Donc ça c'est les disques des planétésimaux qui deviennent disques dispersés. Ça c'est l'orbite elliptique de la planète. La planète elle-même dans un disque dispersé, donc son excentricité continue à changer sans cesse, peut devenir très grande et à un moment donné elle part sur une orbite hyperbolique. Et donc le système se calme. Donc on peut faire un zoom in et c'est le reste de la simulation que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, la question est, mais est-ce que c'est raisonnable que le système solaire avait 5 planètes géantes? Alors, voilà, c'est certainement une bonne question. Donc, j'avais présenté déjà multiples fois l'année passée à la leçon inaugurale les modèles que, pour le moment, on reproduit les mieux la formation d'Uranus et Neptune. Donc, je fais un petit saut en arrière et je vous décris ça et on va voir si on peut faire un système de 3 planètes plutôt qu'un système de 2 planètes. Donc, le meilleur système qu'à l'heure actuelle forme Jupiter Uranus et Neptune est celui-ci. Donc, on est dans un disque encore de gaz. Donc, c'est trapèze jaune, c'est pour vous rappeler qu'on est dans les gaz, enfoui dans les gaz. Il y a Jupiter et Saturne en résonance 3,2, qui donc, elle ne bouge pas ou peu, donc dans cette simulation, par simplicité, ne bouge pas. Derrière elle se forment des protoplanètes, l'équivalent de super-Terre. La taille et la couleur identifient leur masse, donc de l'ordre de 3 masses terrestres. Et ce qui se passe, c'est que vu qu'on est dans les disques de gaz, les planètes ont tendance à migrer vers le Soleil. Jupiter et Saturne pas, parce que se sont bloqués dans leur résonance, mais les autres planètes tendent à migrer vers Jupiter et Saturne. Mais elles vont se caler dans les résonances. Mais évidemment, elles vont toutes se caler dans les mêmes résonances, donc il n'y a pas la place pour tout le monde, ce qui fait si que ces planètes collisionnent entre elles pour grandir. Et là, on dirait qu'on forme un système à 4 planètes, 2 plus grosses, 2 plus petites, mais ça a un peu de patience, il y a une instabilité encore qui se manifeste.
Et à la fin de ces 4 planètes, il n'y en a plus que 2. Voilà, ça devrait arriver sans trop tarder. Voilà, les instabilités arrivées. Et donc, cette instabilité réduit les systèmes des 4 planètes dans un système de 2 planètes, voilà, des masses comparables comme Uranus et Neptune, d'environ, si vous regardez les couleurs, 15 masses terrestres comme Uranus et Neptune. Et donc ça, c'est un modèle qui construit en fait ces chaînes résonantes, hein, à partir desquelles on est parti. Mais ici, il n'y a que Uranus et Neptune. On pense que c'est un bon modèle parce que ces impacts géants peuvent basculer les axes de rotation des planètes. Vous savez qu'Uranus a un axe de rotation qui est incliné de 98 degrés, mais Neptune, on n'en parle pas trop, mais il a quand même 30 degrés d'axe d'obliquité d'axe de rotation. Donc, ces collisions géantes permettent d'expliquer ces obliquités, et donc c'est pour ça qu'on pense que c'est un bon modèle. Mais dans ce cas-là, on ne produit que 2 planètes, pas 3. Mais la dynamique étant chaotique, on peut faire une autre simulation, même style, Jupiter-Saturne ne migre pas, des super-terres derrière. Là, les super-terres ont des masses un peu variées, mais ce n'est pas ça qui fait vraiment la différence. Migration dans la résonance, collision, expulsion, etc. Et puisque les systèmes sont chaotiques, ben, ici, par exemple, on formera 3 planètes de la masse de Neptune. Donc, ça va arriver bientôt, il n'y en a plus que pas. Donc, je dirais, du point de vue statistique, en avoir 2, Uranus et Neptune, en avoir 3, ça se tient. Bon, c'est à peu près la même chose. C'est peut-être un peu moins probable d'en avoir 3, mais c'est pas, il n'a pas fallu chercher longtemps pour en avoir 3. Alors, donc maintenant, vous pouvez vous poser la question, est-ce que on accepte qu'il y ait 5 planètes et que la 5e planète est expulsée pendant l'instabilité. Est-ce que ça pourrait être la fameuse planète 9 ? Donc, on a discuté au cours numéro 2. Et ma position est probablement pas. Je dirais non, en fait. On va mettre quand même un petit probable. C'est probablement pas. Et la raison est que pour piéger la planète 9 sur une orbite d'à peu près 1000 unités astronomiques, hein, vous vous souvenez, le deuxième cours, on avait identifié quel type d'orbite on a besoin, il faut que le système solaire, au moment de l'instabilité, soit encore immergé dans un amas stellaire. Et je vous rappelle la simulation que j'avais montrée lors du deuxième cours. Donc ici, c'est toujours la même histoire, donc Jupiter et Saturne. Il y a ces protoplanètes qui veulent migrer, mais qui sont piégées dans la résonance avec Jupiter et Saturne, qui vont collisionner pour former Uranus et Neptune. On met quand même la population froide de la ceinture de Kuiper en bleu pour vérifier qu'elle reste froide, parce que si jamais elle est excitée par la dynamique, ce n'est pas bon, parce que la ceinture froide existe. Et on a vu ça comme évolution. Donc voilà que parmi pas toutes les protoplanètes forment Uranus et Neptune, certains sont envoyés vers l'extérieur. Et s'il y a un amas stellaire, là il y a un amas stellaire dans ces simulations, les découplages de la planète, du système des planètes internes, a lieu bien vers les 1000 unités astronomiques pour la densité typique d'un amas stellaire où les étoiles se forment. Et donc c'est comme ça qu'on peut imaginer que la planète 9, si elle existe, hein, je n'ai pas dit qu'elle existe, mais voilà, je vais vous expliquer tous les tenants, les aboutissants, la discussion scientifique sur l'existence de cette planète potentielle. Mais si elle existe, c'est comme ça qu'elle est arrivée là, il n'y a pas trop de doute. Mais il faut la masse stellaire. Donc du coup, le découplage s'est fait à 1000 unités astronomiques. Mais on a vu que nous avons un nuage de Oort. Et le nuage de Oort, lui, est un réservoir de comètes qui n'est pas à 1000 unités astronomiques, à 20 000, 100 000 unités astronomiques. Or, s'il y a un amas stellaire, cette zone-là est complètement instable. Il y a des étoiles qui passent dedans tout le temps, parce qu'on est dans une haute densité stellaire. Donc, on ne peut pas capturer des planétésimaux là. C'est une région instable. Si on capture des planétésimaux, ça sera à 1000 unités astronomiques, comme la planète 9, et pas à 20 000, 100 000. Donc, le nuage de Oort ne se forme pas. Or, une fois que l'instabilité est finie, on n'a plus de planétésimaux, donc on ne formera pas le nuage de Oort plus tard. Et donc, on resterait avec un système solaire sans nuage de Oort. Un système solaire a un nuage de Oort, donc on peut l'exclure. La seule manière, donc, c'est simple, hein, on ne peut pas former au même moment, en même temps, le même temps ne marche pas toujours. Hein. On ne peut pas faire en même temps les nuages de Oort classiques avec 1000 unités astronomiques et ce qu'on appelle les nuages de Oort internes à 1000 unités astronomiques où il y aurait cette fameuse planète 9. Donc, il faut choisir, soit on a les potentiels galactiques actuels, alors on forme le nuage de Oort, soit on a un amas potentiel beaucoup plus dense, et alors on forme le nuage de Oort interne, mais on ne peut pas faire les deux en même temps.
La seule possible solution est qu'au moment de l'instabilité, sont vraiment les moments où le système solaire sort de son amas stellaire. Donc au départ, on voit un environnement dense, c'est ces moments-là qu'on éjecte la planète, mais quand on éjecte les planétésimaux, on n'est plus dans l'environnement dense, c'est très ad hoc, je ne crois pas une seconde. Et en plus, même comme ça, même si on forme un nuage de Oort, je pense qu'on n'aurait pas assez d'objets pour expliquer les flux de comètes à longue période, qui est quand même notre élément de calibration pour les nuages de Oort. Donc, si il y a la planète 9 et s'il y a eu une expulsion de la 5e planète, je pense qu'ils sont deux objets différents et expulsés à deux moments différents. Alors, je vous remontre la simulation qui formait 3 planètes, mais cette fois, gardez un œil ici, donc au nombre de planètes expulsées. Donc ici, je lance la simulation, donc il y a la dynamique qui se passe, il y a des objets qui sont excités, voilà, il y a une planète qui est éjectée, il y en a une deuxième qui est éjectée, et il y a une troisième qui est éjectée. Voilà, maintenant, il y a 3 éjections dans cette simulation qui pourtant conduit à 3 planètes de type Uranus et Neptune, dont on aura besoin lors de l'instabilité. Et donc, l'éjection de ces 3 planètes s'est faite de manière très précoce. On a encore les disques de gaz dans les systèmes solaires, donc c'est tout à fait raisonnable que les systèmes solaires soient encore enfouis dans un amas stellaire. Et donc, potentiellement, on peut capturer une de ces 3 planètes éjectées sur une orbite type planète 9. Et à la disparition du disque de gaz, on a bien nos 3 planètes géantes, dont une sera perdue lors de l'instabilité, quand l'instabilité aura lieu dans un temps pas bien contraint, entre quelques millions d'années après la disparition du gaz jusqu'à 100 millions d'années. Voilà, donc pour terminer ces premières heures et en attente du séminaire de l'heure suivante, voilà les points saillants à retenir. Donc voilà, donc on est parti de la constatation que le modèle de Nice, le premier, était bien sympa, mais les conditions initiales n'étaient pas justifiées. Les conditions initiales d'un vrai modèle de Nice réaliste doivent forcément avoir toutes les planètes dans une chaîne résonante, parce que les planètes géantes se forment dans un disque de gaz, ça migre, et forcément ça se termine dans des chaînes résonantes. Il y a plusieurs chaînes possibles, pas laquelle, voilà. Mais les chaînes résonantes à 4 planètes, finalement, reproduisent très difficilement le système solaire actuel, même en passant par une instabilité, parce que si les disques à des planétésimaux en faible masse, on tend à perdre une planète, on n'en a plus que 3, donc c'est pas bon. Si on veut garder 4 planètes sur 4, il faut mettre un disque plus massif pour retenir par friction dynamique les planètes. Mais du coup, la friction dynamique est trop forte, les instabilités sont amorties, on se retrouve avec Jupiter et Saturne qui ne sont pas suffisamment excentriques. Voilà, donc finalement, on n'a pas des bons systèmes solaires à 4 planètes. Donc, le seul système dans lequel l'instabilité fonctionne et produit des bonnes orbites à la fin, c'est un système avec 5 planètes. Donc la 5e a une masse comparable, Uranus et Neptune. On a aussi essayé un système à plus de planètes et faible masse, bon, c'est un peu anecdotique. Du coup, la stabilité doit être beaucoup plus violente, on doit éjecter une planète, on doit la perdre, et donc on peut exciter davantage les excentricités des planètes géantes, et notamment Jupiter et Saturne. Donc là, on a du succès, même dans les 4 critères. C'est jamais énorme, hein, c'est de l'ordre de 5-10%, pas plus. Ça, il faut l'admettre, mais je pense que c'est normal quand on veut reproduire quelque chose par hasard, parce qu'on passe par des phases d'instabilité, donc on tire les dés de la dynamique chaotique, on veut reproduire quelque chose précisément, on ne peut pas avoir des probabilités plus grandes que ça. La planète éjectée, souvent je lis dans les articles, ça peut être la planète 9, non, ça ne peut pas être la planète 9, il y a une confusion même parmi les scientifiques sur ça. Si la planète 9 existe, elle a été mise sur son orbite quand le système solaire était encore enfoui dans un amas stellaire, et en revanche, quand l'instabilité a lieu, le système solaire doit être en dehors de l'amas stellaire, parce que c'est le moment, à jamais, et je vous montrerai le cours 7, de former les nuages de Oort. Si on est encore dans un amas stellaire, on ne forme pas le nuage de Oort, on ne le formera jamais plus. Donc, c'est deux épisodes différents.
Et donc, voilà, s'il y a planète 9, elle doit être une planète expulsée lors de la croissance des planètes géantes, alors que cette planète éjectée lors de l'instabilité est une planète finie, et on est dans la phase post-formation planétaire après la disparition du disque de gaz. Alors ici, tout ce que je vous ai présenté part d'une configuration Jupiter et Saturne en résonance 3,2. On s'attend à cette configuration si la migration des planètes géantes a lieu dans un disque relativement visqueux, mais on a aussi des nouvelles observations des disques protostellaires qui montrent que peut-être les disques n'ont pas la viscosité qu'on s'attendait en 2007, mais une viscosité moindre. Du coup, ça change un peu les vitesses d'émigration, ça change les chaînes de résonance qu'on va constituer. Jupiter et Saturne ont tendance plutôt à rentrer dans le sens 2A. Mais ça sera voilà, les sujets du séminaire que Philippine vous présentera dans une dizaine de minutes, et que justement on peut regarder comme une nouvelle version du modèle de Nice adapté à des disques protoplanétaires de faible viscosité. Donc voilà, on prend une pause, on est un peu à l'avance, on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure avant le séminaire de Philippine. Merci.